Evening News. Mandat d'arrêt international contre Karim Keita dans l'affaire du journaliste Birama Touré. Les détails dans un instant. L'ex-première dame Lobo Traoré reçoit les sortants de la 43e promotion de l'EMIA qui porte le nom de son défunt époux ATT. Pour finir en Tunisie, nous évoquerons l'accueil des migrants malgré le marasme économique. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver sur Djoliba TV News. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, Interpol a émis hier un mandat d'arrêt contre Karim Keita, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita. L'ex-député de l'Assemblée nationale du Mali est accusé dans l'affaire de disparition d'un journaliste. Plus de détails avec Eladj Malik Guité. Alors qu'il vit à Abidjan depuis le coup d'État contre son père en août 2020, Karim Keita fait l'objet depuis heures d'un mandat d'arrêt international dans le cadre d'une enquête sur la disparition de Birama Touré. C'est le doyen des juges d'instruction de la commune 4 de Bamako qui a saisi Interpol, l'organisation internationale de la police criminelle, pour faire arrêter et transférer à Bamako Karim Keita dans le cadre de l'affaire Birama Touré. L'enquête qui vise le fils aîné d'Ibeka concerne la disparition d'un journaliste âgé d'une cinquantaine d'années, Birama Touré, qui travaillait pour le journal hebdomadaire de Bamako, le Sphinx. Ce dernier n'a plus été vu depuis le 29 janvier 2016, selon sa famille et le directeur de la publication du journal Adama Dramé. Selon ce dernier, il aurait été enlevé, torturé et tué après plusieurs mois de détention. La cause, Birama aurait à l'époque un dossier qu'il présentait comme compromettant pour le fils de l'ex-président Ibeka. Depuis 5 ans, le journaliste a disparu des radars. Estimant alors avoir été diffamé par le Sphinx, Karim Keita, qui a toujours fermement démenti cette implication, avait porté plainte en 2019 pour diffamation contre le directeur du journal Adama Dramé et contre un autre journaliste d'une radio privée de Bamako pour avoir permis à Dramé de s'exprimer sur l'affaire sur son antenne. Cette plainte en diffamation avait toutefois été jugée irrecevable pour des questions de forme par la justice malienne. Le directeur du Sphinx, craignant pour sa sécurité, a depuis lors trouvé refuge en France. Des protestations avaient alors éclaté, dont celle de plusieurs organes de médias, mais sans succès. Cette décision intervient à un moment où la population est de plus en plus exigeante en matière de justice. Karim Keita est-il coupable ou pas? On ne saurait le dire à ce stade de l'enquête. Ce qui est sûr, la justice malienne est interpellée par rapport à la disparition de Birama Touré. La 43e promotion de l'école militaire interarmes EMIA porte le nom du défunt général Amadou Toumani Touré. Les jeunes officiers ont été présentés hier lundi à la veuve de l'ancien président ATT, Harouna Saliakone, pour le compte-rendu. Ils sont 63 jeunes officiers, dont 4 femmes et 14 personnels venant de 7 pays étrangers. Leur promotion est baptisée Feu général d'armée Amadou Toumani Touré. Dans une brève allocution, la veuve du président ATT a salué la démarche avant de rappeler des qualités de son défunt mari. À vous, jeunes officiers, je veux que vous sentiez toutes et tous désormais comme des membres à part entière de la famille Touré. Vous avez choisi un parrain qui laisse à la postérité l'image d'un soldat patriote, pénétré d'un sens profond du devoir, d'un homme humble, patient et persévérant. Qu'Allah bénisse vos carrières et que la cohésion et la solidarité règnent au sein de la promotion. C'est une fierté pour les jeunes officiers de porter le nom du président ATT. Vraiment, ça a été un honneur et un plaisir d'être reçu par notre marraine. On a eu la chance d'avoir comme nom de promotion celui du général d'armée, Amadou Toumani Touré. Donc ça nous a vraiment touchés. Il y avait sa photo chez moi. Donc je le voyais, mais j'entends parler de lui, mais je ne le connaissais pas vraiment. Donc, mais depuis le Niger, étant au Niger, dans l'enfance, moi j'entendais parler de lui. Ouais, et c'est un grand homme quand même. Ils ont remis 2 photos de la cérémonie de sortie de la promotion à Madame Touré en guise de souvenir. Il est à rappeler que le major de la promotion est une dame. Elle s'appelle Véronique Dako. L'association Génération pour la République et la Patrie, GPR, a organisé une conférence de presse dans le but de donner leur point de vue sur la situation actuelle du pays. Écoutons Lassine Bamba, membre de l'association GPR, au micro de Moussa Tembini.
le pays là fait l'objet de beaucoup de péripéties. Péripéties politiques, sécuritaires, j'en pense. Et nous avons effectivement des inquiétudes par rapport à la vie même de la nation. Nous avons réfléchi à notre niveau et nous voudrons aujourd'hui partager le fruit de ces réflexions-là avec la presse et avec les organisations partenaires. C'est cela aujourd'hui l'objet de cette conférence de presse. Les solutions sont de plusieurs ordres, d'ordre politique, institutionnel, social. Et par exemple, nous avons préconisé vraiment que la transition gère l'année scolaire, par exemple, pour ne pas tomber dans le cycle infernal des années blanches que nous avons connues, que le monde scolaire et universitaire a connu par le passé et que nous continuons d'ailleurs à connaître. Nous disons qu'il faut vraiment que les élections se passent bien, qu'il y ait une très bonne organisation des élections, afin que plus jamais le Mali ne connaisse ce qu'il a connu par ces temps. Tout récemment, un sous-lieutenant a fait une lecture du Saint-Coran lors d'une cérémonie religieuse. Il a été puni par sa hiérarchie pour cet acte. Une punition qui fait polémique. Qu'est-ce que la loi en dit? Notre reporter Aouna Saliakone est allé savoir. Il y a quelques jours, ce gendarme a été filmé en lisant le Coran lors d'une cérémonie au CICB. Son acte sera apprécié par l'opinion. Contre toute attente, le sous-lieutenant Ibrahim Danyoko, il s'appelle, sera interpellé et puni. Cette punition de la hiérarchie a provoqué une grande polémique. Le sujet est assez sensible. Il faut faire preuve de discernement, surtout quand un choc pareil arrive entre les pratiques religieuses et les lois de la République. C'est une festivité religieuse à laquelle monsieur le sous-lieutenant Danyoko participait. C'est une festivité religieuse. Il ne se rendait pas à la mosquée, il ne se rendait pas à un lieu de culte. Il se rendait à une festivité, quoique cette festivité rentre dans le cadre de la religion. Le militaire n'est pas le civil. La corporation militaire est régie par des règlements stricts adossés à une discipline de fer. Et le sous-lieutenant était en violation de l'une de ces règles. Le sous-lieutenant Danyoko n'a pas été puni parce qu'il a lu le Coran. Donc c'est le message que les gens véhiculent alors que ce n'est pas cela. Il n'a pas été puni parce qu'il portait l'uniforme. Il a été puni tout simplement parce qu'il était en flagrante violation de l'article 62 du service des armées. Justement, l'article 62, n'ayant pas pu avoir un interlocuteur dans la Grande Muette, nous sommes parvenus à avoir le règlement du service dans l'armée. Ce document est le code de conduite du soldat. Qu'est-ce que cet article 62 dit? Liberté d'expression et liberté d'association. Les militaires de tout grade qui désirent soit faire des conférences publiques, soit publier des écrits sur les sujets pouvant donner lieu, sur le plan de l'actualité ou des événements contemporains, à des controverses d'ordre militaire, politique ou confessionnel, doivent y être préalablement autorisés. Le sous-lieutenant Danyoko n'avait pas d'autorisation et il l'avait signifié aux organisateurs. Notre analyste ajoute que l'islam invite au respect des lois de la République. Le respect desquelles lois constitue une autre forme d'adoration de Dieu. Toujours dans le registre militaire, mais cette fois-ci, nous parlerons du malimètre. Le malimètre est un baromètre qui fait des sondages sur l'ensemble du territoire national sur des grandes interrogations de l'opinion publique. Selon leur dernier sondage, les Maliens préfèrent l'armée nationale à Barkhane et la MINUSMA. Analyse. Comme le dirait l'autre, la confiance une fois détruite, détruit avec l'estime l'amour et avec l'amour la paix. Une pensée qui dessine parfaitement le sentiment actuel du peuple malien. Après un accueil en grande pompe, les bras grandement ouverts en 2013, l'armée française fait aujourd'hui face à un lourd sentiment de rejet et de ras-le-bol. Cette confiance portée par le peuple malien il y a de cela 8 ans se trouve être en chute libre depuis quelques mois, ce qui fait monter la cote de popularité de l'armée nationale. C'est du moins ce qui ressort du Malimètre, un sondage qui, malgré l'insécurité et l'inaccessibilité de certaines zones, continue de mesurer l'opinion publique sur l'ensemble du territoire national chaque année. Dans ce sondage réalisé 2 mois avant le coup
d'État du 24 mai, auprès de 2258 personnes réparties dans les 11 capitales régionales du pays, les forces armées nationales remportent l'adhésion massive des sondés avec un ratio de satisfaction qui culmine à 93,3%. Avec la guerre circonscrite à la partie nord du pays entre 2012 et 2015, qui s'est ensuite étendue au centre et glisse désormais vers le sud, des jeunes se retrouvent sans perspective d'avenir et des agriculteurs souvent privés de l'accès à leurs champs par les groupes armés. Cette guerre qui était au centre des enjeux et du plein succès de la France au Mali a fini par être la cause de leur rejet. On se rappelle encore de la ferveur avec laquelle l'ancien président français, François Hollande, avait été accueilli le 2 février 2013 à Tombouctou. Presque 7 ans après, cette même foule qui était sortie pour applaudir leur arrivée exprime un sentiment anti-français qui fut à l'origine de la marche dite pacifique du 15 janvier 2020. Un sentiment presque de mépris dont la flamme ne cesse de s'attiser depuis lors. Fatigués de voir l'insécurité progresser malgré une forte présence internationale, 28,6% des Maliens sondés disent ne faire confiance à aucun des acteurs internationaux pour stabiliser le pays, pendant que 73% reprochent à Barkhane de ne pas protéger les populations contre les violences. Avec 15 000 casques bleus au sein de la MINUSMA, 5 100 soldats français au sein de la force Barkhane et 5 000 hommes de la force conjointe du G5 Sahel, le problème sécuritaire ne cesse de s'atténuer. En 2013, lorsque les soldats français arrivaient pour prêter main forte à l'armée malienne, le conflit était centré au nord. Aujourd'hui, avec toute l'artillerie déployée, ni le centre ni le sud ne connaissent une stabilité. La création et les actions des milices contribuent à l'extension du conflit, pendant que le désamour envers les soldats tricolores s'intensifie. Le sentiment anti-français se justifie-t-il avec tout ça? La boîte à Pandore reste ouverte. Plongeons à présent dans l'univers des chaussures. Le marché malien est débordé par plusieurs marchandises provenant de l'étranger. Parmi ces marchandises figurent les chaussures. Elles sont de plus en plus sollicitées par les clients, ce qui rend le commerce rentable. Adama Sanogo. À Bamako, certains magasins ne vivent que de la vente des chaussures de la casse. Ces chaussures proviennent de plusieurs pays et elles sont vendues à différents prix. Les chaussures que nous vendons ici, ce sont les chaussures qui viennent de l'extérieur, quoi. En France, en Amérique. Donc pour les enfants, il y a un intervalle de 4 000 à 6 000. Pour les grandes, c'est de 12 500 à 15 000, souvent à 10 000 francs. Parce que les chaussures qui viennent de l'extérieur, c'est les chaussures c'est la qualité supérieure par rapport à ceux qui se trouvent ici. D'après les vendeurs, ces chaussures de la casse sont appréciées par des clients grâce à leur qualité. Les gens achètent, par exemple, dans les événements tels que la rentrée scolaire ou la fête de Tabaski, la fête du Ramadan, on en bénéficie beaucoup. Les prix sont abordables, il y a des belles chaussures, les friperies, ça a des efficacités. Seiba Mamadou est un jeune friand de ces chaussures de la casse. Selon lui, elles sont résistantes et belles. Oui, moi j'adore beaucoup les chaussures de la casse, car elles sont belles. Elles durent également plus que les autres marques de chaussures. Même si ces chaussures sont appréciées par les clients, force est de reconnaître qu'ils se plaignent également de la cherté du prix, ce qui constitue une difficulté pour les vendeurs. Bon, les difficultés que nous rencontrons, c'est d'abord, il y a d'autres clients, ils viennent en sous-estimant que vraiment le prix là, c'est cher. En plus de ces difficultés, les vendeurs de ces chaussures sont également confrontés à un véritable problème. C'est le transport des marchandises. Nous allons à Cotonou à la découverte de la place de l'Étoile Rouge. La place de l'Étoile Rouge est un grand carrefour de la ville de Cotonou, capitale du Bénin. L'Étoile Rouge, comme son nom l'indique, est un monument formé d'un cercle géant au centre duquel est dessinée une étoile à 5 branches peintes en rouge. À l'épicentre de l'étoile s'élève une tour surmontée par une statue d'un brave homme. Il a une arme à l'épaule, un fagot de bois dans la main gauche et une houe dans celle de droite. La place de l'Étoile Rouge a été construite à l'ère de la Révolution par les Russes dans les années 1975 et inaugurée par Kérékou. Durant toute la Révolution, cette place n'était pas accessible.
Elle était réaménagée à chaque fois par les responsables du Parti de la Révolution populaire du Bénin, en l'occurrence Romain Villon-Guézo, pour la fête des forces armées populaires. L'actualité internationale avec Fanta Diarra. Des hommes armés ont attaqué dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 juillet une école d'État de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria, kidnappant 140 lycéens vraisemblablement pour les échanger contre une rançon, a indiqué un responsable de l'établissement. Le chiffre n'a pour l'heure pas été confirmé par les autorités. Au total, 165 lycéens dormaient dans le pensionnat du lycée Bethel Secondary School dans la localité de Chukun, mais les assaillants ont amené avec eux 140 élèves. 25 ont réussi à s'échapper, a expliqué à l'AFP Emmanuel Paul, un professeur de l'école. Les hommes armés ont escaladé le grillage pour pénétrer dans l'école, a-t-il rapporté, soulignant que tout indique qu'ils sont arrivés à pied. Il s'agit de la troisième attaque importante commise à Kaduna ces 3 derniers jours. Dimanche, au moins 8 employés d'un hôpital de cet État ont été kidnappés selon la police, bien que des sources locales affirment que 15 personnes ont été enlevées, dont 2 infirmières et leur bébé. Récemment, ces groupes criminels se sont lancés dans des attaques visant des écoles et des universités, pratiquant des enlèvements de masse d'élèves contre rançon. Plus de 1000 enfants, adolescents ou étudiants ont été enlevés depuis le mois de décembre et certains sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Au premier rang d'une petite salle de classe, 3 femmes de nationalités différentes assises à leur pupitre apprennent le français malgré la chaleur écrasante à Médinine. Dans le sud de la Tunisie, des associations s'efforcent d'intégrer les migrants. La Tunisie, en grande souffrance économique, peine à répondre aux attentes sociales de sa propre population, mais des associations et ONG parviennent à offrir quelques services aux migrants dans le besoin. Depuis 2011, le nombre d'étrangers venus d'Afrique subsaharienne a beaucoup augmenté dans le sud de la Tunisie. Frontalier de la Libye, des travailleurs chassés par le conflit libyen, des immigrés en quête d'opportunités économiques ou encore des candidats à l'exil. Rien que ces 6 derniers mois, plus de 1000 personnes parties de Libye vers l'Europe par la mer secourues par des bateaux tunisiens ont fini leur course en Tunisie. Un chiffre en très nette augmentation selon l'Organisation internationale des migrations, OIM. 2 foyers gérés par des agences de l'ONU y ont été installés entre 2014 et 2015, mais sont saturés. Face à cette situation, 8 associations dans le secteur médical ont créé ensemble en 2020 une organisation d'aide aux migrants. Dans la petite salle de classe où se déroule le cours de français, un échange s'opère entre les compétences de chacune. La Tunisienne Fatma, qui suit le cours avec des Africaines de l'Ouest, souhaite apprendre à parler le français pour rejoindre son frère en France. Je leur apprends l'arabe et elles nous apprennent le français, affirme Fatma. En mai, le Premier ministre Hichem Mechichi avait martelé que la Tunisie ne sera pas une terre d'asile, rejetant la création de centres d'hébergement pour les migrants irréguliers en transit comme réclamé par l'Union européenne. La ville de 210 000 habitants a également signalé 3 cas de contamination asymptomatique chez des ressortissants birmans. Selon les autorités sanitaires provinciales, les frontières chinoises sont fermées depuis 1 an. Ruili était avant les restrictions liées à l'épidémie, un point de passage important avec la ville de Muse, de l'autre côté de la frontière. Les autorités ont averti qu'elles réprimeraient sévèrement les passages clandestins de la frontière ainsi que les réseaux de passeurs et les personnes qui hébergent des clandestins. Elles n'ont toutefois pas lié spécifiquement le cas de Covid à d'éventuels transfuges birmans. Le coup d'état militaire du 1er février en Birmanie fait craindre une suite massive à la population à l'étranger au cas où les violences devraient s'intensifier. La mise en quarantaine de la ville a été proclamée pour 1 semaine. Les habitants n'ont pas le droit de quitter leur logement sans raison spécifique et seule une personne dans chaque foyer peut se charger du ravitaillement sur permission. La Chine, où le Covid-19 a fait son apparition en fin 2019, a pratiquement éradiqué l'épidémie dès le printemps 2020. Le bilan officiel dans le pays fait état d'un peu plus de 90 000 cas de contamination et de 4 000 morts.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.